Bonjour, merci infiniment de cette invitation pour que le monde que je représente ici, le monde de la recherche, rencontre votre monde, le monde du réel. Et pour nous, 2050, c'est très concret et quelque part, c'est demain. Alors, vous voyez, en fait, sur cette représentation, ce n'est pas le drapeau français eurovisité, c'est le code-barre du réchauffement climatique à la surface des continents et des océans. Ça démarre en 1850, ça s'arrête en 2019, une année, une barre, et ça matérialise en ce degré de réchauffement qui est déjà observé, avec des effets visibles partout. Alors, les points clés, en fait, c'est que le climat change, et nous le voyons. 42 degrés à Paris, 46 degrés à Nîmes l'année dernière, des événements chauds plus intenses, plus fréquents, qui en sont une manifestation directe. C'est dû aux émissions de gaz à effet de serre passées et récentes. Et à court terme, il y a un certain nombre de tendances qui sont inéluctables, il faudra faire avec, mais nous pouvons réduire les risques par l'action qui est menée, par exemple pour le confort thermique à l'intérieur des bâtiments. Et les tendances à long terme, en termes de climat, elles vont dépendre profondément de ce qui va se faire maintenant en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, quel choix d'investissement, quelle façon de produire, quelle façon de consommer. Et peut-être le message le plus important, c'est qu'il existe aujourd'hui de nombreuses options pour agir, mais il y a aussi tout un besoin d'innovation pour permettre à d'autres options d'être disponibles dans les années à venir. Alors moi, j'ai travaillé sur les carottes de glace de l'Antarctique, du Groenland, pour caractériser l'évolution du climat sur le temps long. Ça n'est montré ici que sur 2000 ans, et ce qu'on montre, c'est ce qu'on analyse dans les bulles d'air de la glace, la composition de l'atmosphère. Quand le climat change, elle change, parce que le cycle du carbone change. Et vous voyez là, sur 2000 ans, une composition relativement stable des principaux gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone, le méthane, et cette rupture depuis la révolution industrielle, avec une situation qui est brutale. Une perturbation brutale, inédite, pas connue à l'échelle des derniers 800 000 ans, et qui perturbe profondément le fonctionnement du climat. Donc on rajoute des gaz à effet de serre, il y a une partie de la chaleur de la Terre qui ne peut plus partir vers l'espace, elle s'accumule. Le réchauffement de l'air, là où nous vivons, c'est que 1% de l'énergie supplémentaire emmagasinée dans le climat. Le réchauffement des sols, 3%, peut-être certains d'entre vous ont des caves, on voit le réchauffement aussi dans les caves. Une partie de cette énergie supplémentaire fait fondre la neige, la glace, la banquise, c'est 3% de l'énergie supplémentaire emmagasinée. Et le gros de la chaleur rentre dans l'océan, plus de 90%. Il y rentre en surface et puis en profondeur, et ça rend le changement climatique, tel qu'il est déjà observé, irréversible. Parce que, en fait, l'océan met à peu près 1000 ans à se mélanger, donc va ressortir de l'eau plus chaude et maintenir un climat plus chaud pendant très longtemps. Vous avez là l'accumulation de chaleur dans l'océan, telle qu'on la mesure grâce à des programmes d'observation de plus en plus finement depuis les années 1970. Je veux juste vous donner un ordre de grandeur. Entre 2018 et 2019, la quantité d'énergie qui est rentrée dans l'océan mondial, c'est 45 fois plus que toute l'énergie primaire utilisée cette année par l'humanité. Souvent, on ne mesure pas ce que ça représente, 1 degré de réchauffement, mais c'est des quantités colossales d'énergie qui modifient les grands équilibres planétaires. Alors, le réchauffement, le code-barre de tout à l'heure, je vous le montre en version scientifique, c'est moins joli. Donc, c'est la courbe noire. Ça fluctue d'une année à l'autre, à l'échelle météorologique, en particulier en fonction des échanges entre l'océan et l'atmosphère. Qu'est-ce qui est responsable de ce réchauffement climatique? S'il n'y avait eu que l'activité du Soleil et des volcans, on aurait eu la courbe bleue, plutôt un refroidissement au cours des derniers 50 ans. La seule explication à ce réchauffement, c'est l'augmentation de l'effet de serre, qui est un petit peu masqué par l'effet refroidissant, l'effet parasol des particules de pollution. Notre meilleure estimation, c'est que c'est 100%, à 20% près du réchauffement qui est dû aux activités humaines. J'ai besoin de vous, c'est encore mal compris. Quand je pose la question à des chefs d'entreprise, à des élus, à des responsables politiques, sur le réchauffement observé, quelle est la part de l'influence humaine, on me dit souvent 20% ou 50%. Ce fait-là est pas encore suffisamment compris, suffisamment entendu, c'est dû à nos activités passées et actuelles. Et puis donc je le disais tout à l'heure, dans un climat qui change, la météorologie change. Vous avez là en fait la distribution de la probabilité d'avoir, par exemple à Paris, un été frais, un été moyen ou un été chaud, dans un premier climat. Quand le climat se réchauffe en moyenne, vous avez toujours des événements frais, mais c'est plus difficile de battre des records de froid, c'est plus rare. A l'inverse, ce qui était des événements chauds rares devient très fréquent. Et on obtient de nouveaux records de chaleur. C'est ce qui est observé partout dans le monde, au-dessus des continents comme dans les océans.
Et donc finalement, la conséquence de la perturbation qu'on fait sur le climat, c'est une augmentation des extrêmes chauds, une baisse des extrêmes froids. Dans les régions de climat méditerranéen, c'est une baisse des pluies, comme autour de la Méditerranée, en Californie ou bien dans le sud de l'Australie. C'est une augmentation de la saison propice aux incendies, dans toutes ces régions de climat méditerranéen. C'est une fonte généralisée des glaciers. Et puis comme l'océan se réchauffe, il gonfle, comme les glaciers, l'eau qui était dedans rejoint les océans, le niveau de la mer monte, et ça augmente l'érosion du littoral, la fréquence des submersions côtières. C'est une caractéristique d'un climat qui change. Donc tous ces aspects-là participent à un climat qui change. Et dernier mot, l'atmosphère, quand elle se réchauffe d'1 degré, elle peut transporter 7% de plus d'humidité. Donc la même tempête aujourd'hui n'aura pas les mêmes caractéristiques que la même tempête il y a 50 ans. Et on observe dans le sud de la France une augmentation des records de pluie torrentielle, année après année. C'est quelque chose qu'on observe à grande échelle dans l'ensemble du monde. Alors, on a une foison de publications de connaissances pour comprendre le climat, pour explorer les évolutions futures, les impacts, les risques et toutes les options d'action, pour s'adapter, pour gérer les risques, pour transformer tous les modes de production, en assurant un développement soutenable, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs. En fait, c'est assez formidable à observer, avec une dimension très forte de recherche en ingénierie, de recherche d'acteurs de terrain qui est là. Cette masse de connaissances, c'est impossible pour chacun d'entre nous de la suivre. Et c'est pour ça qu'il y a 31 ans, les différents pays du monde se sont dotés d'une instance pour faire le point sur l'état des connaissances, à la fois vis-à-vis du changement climatique et des options d'action. Donc c'est le mandat du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Entre 2015 et 2022, on va rendre un ensemble de rapports. Et moi, je vais faire le point sur les 3 premiers. 1,5 degré de réchauffement climatique, c'est en fait une commande qui nous a été faite à Paris en 2015, au moment de la rédaction de l'accord de Paris sur le climat. L'objectif que les pays se sont fixés, c'est contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés. Mais il y a des pays très vulnérables, pour qui ça ne suffisait pas, qui voulaient l'aspiration à plus d'ambition, autour d'1,5 degré, et ils se sont tournés vers la communauté scientifique pour nous demander qu'est-ce qu'on gagnerait à contenir le réchauffement à un niveau plus bas, et qu'est-ce que ça prendrait en termes de transformation de nos sociétés. Ils nous ont aussi demandé de travailler sur le changement climatique et l'utilisation des terres. Alors vous pourriez penser que c'est essentiellement le secteur agricole, mais en fait l'artificialisation des sols pour le bâtiment joue un rôle aussi dans l'interaction changement climatique et utilisation des terres. Et puis enfin, je terminerai avec ce qui peut vous sembler lointain, l'océan, la partie gelée, neige, glace, sol gelé, les hautes montagnes, les régions polaires, pour vous montrer ce qui est en fait des enjeux vitaux vis-à-vis du changement climatique. Si vous avez envie de contribuer à cet effort collectif, nos rapports complets sont en préparation, ils sont en cours de relecture. Les experts du secteur privé, les acteurs de terrain, ils sont bien sûr invités à contribuer à la relecture de nos rapports. Qu'est-ce qu'on fait en fait? On ne fait pas de recherche nouvelle, on passe en revue les connaissances scientifiques, techniques, socio-économiques, on évalue ce qui est robuste, les limites des connaissances. Pour chaque option d'action, on regarde ses bénéfices, ses effets indésirables, ses limites, ses coûts, son potentiel. Et tout ça, on le fait en plusieurs étapes, où c'est relu à de nombreuses reprises au niveau mondial. Donc vous êtes les bienvenus. Et enfin, ce que je voulais mentionner, c'est que le prochain cycle d'évaluation, après 2023, le prochain rapport spécial, il portera sur les villes et le changement climatique, compte tenu de l'importance des villes à la fois comme levier d'action formidable, mais avec aussi un mouvement d'urbanisation sans précédent dans le monde, avec à la fois la question de la résilience des villes dans un climat qui change et de l'opportunité de penser les villes, de construire les villes autrement. Alors, le rapport sur 1,5 degré, je le résume en disant, et ça a été une surprise pour ma propre communauté scientifique, à quel point chaque demi-degré, chaque fraction de réchauffement compte vis-à-vis des risques et des impacts, à quel point, si on veut contenir le réchauffement à un niveau bas, réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre doit démarrer le plus vite possible, et chaque année compte. Chaque année d'inaction, ça ferme la possibilité de contenir le réchauffement à un niveau bas. Et puis, par rapport à un développement soutenable, on a la possibilité d'avoir de nombreux bénéfices en agissant pour le climat au service du développement, et de ce point de vue-là, chaque choix compte. Alors, je reprends cette courbe, l'évolution de la température à la surface de la Terre, c'est un indicateur de l'état du climat, et c'est là où nous vivons. Donc, au rythme actuel, on va très vite vers un monde 1,5 degré plus chaud que la fin du 19e siècle. 0,2 degrés de plus tous les 10 ans, ça va être entre 2030 et 2050, quand nos enfants auront notre âge. Donc il faut regarder attentivement ce que c'est, ce monde 1,5 degré plus chaud. Les promesses faites par les différents pays du monde, elles impliquent des émissions de gaz à effet de serre qui n'augmentent pas aussi vite que si on ne faisait rien,
mais qui continueront à augmenter jusqu'en 2030. À ce rythme d'émissions de gaz à effet de serre, s'il n'y a pas plus d'ambition, c'est un réchauffement de l'ordre de 2 degrés en 2050 et de l'ordre de 3 degrés à la fin de ce siècle, donc une accélération du changement. Nous, ce qu'on nous a demandé, c'est qu'est-ce que ça prendrait de contenir le réchauffement, de le stabiliser autour d'1,5 degré. Donc qu'est-ce que ça prendrait? Ça prendrait ce défi formidable, inverser complètement la courbe mondiale des émissions de dioxyde de carbone. Depuis que je suis née, c'est passé de 15 milliards de tonnes qu'on met dans l'atmosphère chaque année à plus de 40 milliards de tonnes. Et le dioxyde de carbone, il y a un effet cumulatif. Ce qui compte sur le climat, ce n'est pas les émissions instantanées, c'est ce qui est l'air en dessous de cette courbe. C'est la somme des émissions passées, présentes et futures. Donc si vous voulez que le climat se stabilise, il faut que la somme de ces émissions se stabilise. Ça veut dire que les émissions doivent devenir net zéro, que nous ne mettons pas plus dans l'atmosphère, que nous ne soyons capables d'enlever et de stocker de manière durable. Plus on tarde à atteindre le net zéro, plus le cumul est élevé, plus le réchauffement à venir sera important. Donc pour stabiliser autour d'1,5 degré, c'est net zéro dans le monde à horizon 2050. Et puis il faut aussi agir sur le reste. Le méthane, qui est par exemple associé aux fuites de gaz, à l'élevage, à d'autres activités agricoles, les particules, etc. Et c'est important d'agir aussi sur ces autres facteurs, mais ce qui est déterminant pour stabiliser le climat, c'est vraiment aller vers le net zéro pour le dioxyde de carbone. Alors qu'est-ce que c'est un monde 1,5 degré plus chaud, 2 degrés plus chaud? Plus on monte le curseur en moyenne planétaire, plus le réchauffement est plus important dans chaque région. Je précise qu'au-dessus des continents, on en est déjà à 1,5 degré de réchauffement, parce que c'est plus important au-dessus des continents qu'en moyenne planétaire. C'est aussi des changements très contrastés pour la pluviométrie. Dans les régions froides, plus doux, plus humides. Dans les régions de climat méditerranéen, parce que la circulation de l'air change, c'est moins de pluie en moyenne annuelle. Donc avec des enjeux majeurs pour la sécurité en eau, dans les régions de climat méditerranéen, dans les régions de climat semi-aride. Et puis c'est encore plus clair pour les extrêmes. Pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire, il y a une intensification des pluies torrentielles, par exemple lors des cyclones tropicaux les plus intenses ou lors de tempêtes dans nos régions. C'est également une augmentation très forte pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire du nombre de jours très chauds. Alors vous le voyez très clairement dans le secteur du bâtiment, c'est un enjeu majeur pour le confort thermique. Ce n'est pas proportionnel. Sur l'intensité des jours chauds, c'est quasiment 2 fois plus que la moyenne planétaire. Et c'est amplifié dans les villes quand on a les effets d'îlots de chaleur thermique liés au bâti. Donc la question de la transformation des villes, de mettre plus d'espaces verts dans les villes pour avoir plus d'évaporation et rafraîchir en été, c'est un enjeu d'adaptation qui est massif. Ces jours très chauds, ils conduisent dans les régions tropicales à un pic et un déclin des rendements agricoles. C'est déjà observé dans beaucoup de régions. Ils conduisent aussi à une moindre productivité du bétail dans les régions de climat chaud. On est même parfois sur des combinaisons de température et d'humidité, sur des limites pour la physiologie humaine, pour le travail dans le bâtiment, pour le travail difficile en extérieur dans le secteur agricole. Et ça augmente pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire. Alors nous, on essaie de faire une évaluation de risque liée au changement climatique en croisant ces aléas qui changent, mais aussi l'exposition, la vulnérabilité, la capacité d'adaptation. On a un certain nombre de secteurs pour lesquels les risques augmentent très fortement pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire. Par exemple, la dégradation des récifs de coraux tropicaux qui blanchissent lors de ces événements chauds. Plus ils sont fréquents, plus ils ont du mal à récupérer. On s'attend à une dégradation très sévère de 70 à 90% des récifs de coraux tropicaux pour un monde 1,5 degré plus chaud. Ça veut dire enlever tous les facteurs de stress locaux, toutes les sources de pollution locale, pour leur donner une chance à ceux qui soient résilients de pouvoir continuer à subsister. On a également des enjeux majeurs pour l'Arctique. L'Arctique, c'est une réduction du manteau neigeux, une réduction de la banquise près du pôle Nord, en particulier à la fin de l'été, un dégel des sols gelés. Sur ces sols gelés, on a 70% des infrastructures aujourd'hui. Du côté de l'Arctique, un monde 1,5 degré plus chaud, c'est moins de banquise et quasiment plus de banquise une année sur 100. Un monde 2 degrés plus chaud, c'est encore moins de banquise et quasiment plus de banquise une année sur 3, une année sur 10 à la fin de l'été. Donc complètement différent à la fois pour les possibilités de navigation, avec des opportunités et d'autres risques, et pour également les écosystèmes, les modes de vie localement. Et puis, donc, j'ai mentionné tout à l'heure des enjeux par rapport à l'intensité des précipitations, une augmentation forte du risque d'inondation pluviale, par exemple en Asie du Sud-Est. Et puis, quand le climat se réchauffe plus, le niveau des mers monte plus vite, avec des enjeux aussi d'augmentation du risque d'inondation côtière, de submersion, à mesure du réchauffement. Alors, quelles sont les différences, en fait? Les risques qui sont
plus élevé dans certaines régions. Les pays les moins avancés, les petits États insulaires en développement, les zones arides, les zones de climat méditerranéen ou l'Arctique. Entre 1,5 degré et 2 degrés, on estime que c'est plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde qui seraient exposées à des risques climatiques croissants et des gens fragiles, susceptibles de basculer dans la pauvreté. C'est pour ça que l'enjeu du changement climatique, c'est aussi un enjeu très profond de développement. On n'a pas assez de littérature sur le coût de l'adaptation. On a besoin d'une production de connaissances sur ce que coûtera l'adaptation dans le secteur des villes, dans le secteur du bâtiment, comme dans tous les secteurs. Mais on est certain qu'il y a des limites aux capacités d'adaptation partout, même pour un réchauffement relativement modéré. Et quand on dépasse ces capacités d'adaptation, on a des pertes et on a des dommages. Alors pour contenir le réchauffement à un niveau bas, il faut que les émissions mondiales de dioxyde de carbone diminuent fortement. Pour le contenir à 2 degrés, c'est baisser d'un quart d'ici à 2030 et net zéro en 2070, partout dans le monde. Pour contenir à 1,5 degré, c'est baisser de moitié d'ici à 2030 et net zéro d'ici à 2050. Et enfin, agir sur les autres facteurs, c'est aussi améliorer la qualité de l'air. Donc ce n'est pas simplement l'action climat, c'est aussi une action avec de nombreux bénéfices en matière de santé publique. Ça demande des transformations, si on veut le faire, à des échelles sans précédent historique, dans tous les secteurs d'activité, avec des transitions qui sont pensées à la fois l'adaptation à un climat qui change, donc des systèmes résilients, et puis l'atteinte de cette neutralité carbone. Donc bien sûr, l'énergie, décarboner la production d'électricité, électrifier les usages finaux de l'énergie, mais également le secteur de l'utilisation des terres, protéger tous les puits de carbone naturels, gérer mieux les forêts, utiliser les produits biosourcés qui sont des puits de carbone sur le temps long, améliorer les pratiques agricoles pour stocker du carbone dans les sols, modifier nos choix alimentaires. La question des villes, elle est formidable parce qu'il y a des leviers d'action d'économie circulaire, des leviers d'action d'efficacité énergétique particulièrement importants, mais il y a des besoins de rupture dans le secteur du bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie, depuis la construction, l'usage, jusqu'à la fin. Et puis il y a aussi toutes les opportunités d'économie circulaire, d'efficacité dans le secteur de l'industrie, avec le besoin d'infrastructures qui portent toutes ces transformations. On a aujourd'hui des technologies qui n'étaient pas disponibles il y a 10 ans, il y a 15 ans. Elles sont là, elles sont disponibles, elles deviennent abordables. Mais il y a aussi la question des changements de comportement, parce que bien sûr, si la demande en énergie, la demande en matériaux, la demande par exemple en viande, en produits laitiers ne fait qu'augmenter, alors les systèmes de production ils vont être tellement grands qu'on aura du mal à les transformer rapidement. Donc contenir le réchauffement à un niveau bas, ça pose aussi la question de la sobriété d'une manière très claire. Alors, il y a des conditions sine qua non, sortir très vite du charbon partout dans le monde et réorienter les investissements vers les options bas carbone, vers l'efficacité énergétique et le sortir de l'exploitation des énergies fossiles graduellement. Donc voilà à quoi ressemblent les trajectoires qui ont été étudiées dans notre rapport et qui montrent toutes un pic, une forte diminution, une neutralité CO2 à horizon 2050 et souvent, dans la deuxième moitié de ce siècle, des émissions négatives. Stocker du carbone dans les matériaux, stocker du carbone par exemple par l'utilisation du bois construction dans le temps long, stocker du carbone par exemple en produisant de l'énergie par la biomasse, en stockant le CO2 de manière durable ou en reforestant. Et là, il y a des signaux de risque. On ne peut pas compter en fait sur l'utilisation des terres pour se substituer et pour remplacer d'autres actions dans d'autres secteurs. Je vais revenir dessus dans un moment. Et puis finalement, la dernière dimension qu'on a analysée, c'est les intersections avec la soutenabilité, avec par exemple la grille d'analyse des objectifs du développement durable. Et on montre que c'est possible de construire des transitions éthiques, positives pour le climat, positives pour la biodiversité, et des transitions justes qui protègent les plus vulnérables, à la fois des conséquences d'un climat qui change, mais aussi par rapport aux politiques publiques pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc cette grille d'analyse, elle permet de montrer les synergies ou les risques d'effets indésirables, et elle permet de construire un ensemble bien choisi de mesures pour justement maximiser les bénéfices et par des actions de compensation, éviter des effets indésirables, par exemple pour ceux qui ont les revenus les plus modestes. Au niveau mondial, c'est clair, les bénéfices les plus larges, c'est qu'on agit sur la maîtrise de la demande. Et puis enfin, il y a beaucoup de conditions de faisabilité, la coopération, la gouvernance, l'innovation, et je voudrais finir par là. Qu'est-ce que c'est l'innovation dont on parle? C'est l'innovation technologique, bien sûr, mais c'est aussi l'innovation sociale, et c'est une forme d'innovation frugale, abordable, pour permettre à ces transitions d'avoir lieu dans tous les pays en développement, les pays émergents, et que ce soit abordable pour les personnes qui ont les revenus les plus modestes. Ça demande aussi une mobilisation, bien sûr, des financements au service de ces transformations,
Et puis, bien sûr, un investissement important dans l'éducation et la formation. Et je voudrais terminer avec une question que je pose chaque fois que j'interviens dans le public. Est-ce que certains d'entre vous ont lu certains des résumés pour décideurs de nos rapports du GIEC? Ils sont à votre disposition, c'est tout en anglais sur notre site. Et l'association qui s'appelle Citoyens pour le climat, on a fait des traductions en français, de sorte que ce soit plus abordable. L'autre question que je veux vous poser, c'est est-ce que certains parmi vous font, dans le cadre de leur activité professionnelle, un bilan carbone, une mesure de leur empreinte carbone? Est-ce que vous le faites dans votre champ personnel? Parce que finalement, la première étape, c'est mesurer. Mesurer pour évaluer ce qui émet des gaz à effet de serre, de sorte à pouvoir en fait agir, construire une stratégie et être efficace dans l'objectif en fait de contenir l'ampleur du réchauffement climatique et ses conséquences. Je crois que mon temps s'est terminé. Je vous remercie infiniment de votre attention. Chaque choix compte et je compte sur vous. Merci.